Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Notre première invitée est une Indienne d'Amérique, une Indienne de la tribu Muckleshoot. Cette militante de Standing Rock est venue en France pousser un cri de colère. Colère contre les oléoducs qui défigurent les terres sacrées indiennes et menacent d'empoisonner l'eau non moins sacrée. Colère contre les pétrodollars et Donald Trump. Rachel Litton est l'ambassadrice des peaux rouges ce soir contre le serpent noir. L'actualité, c'est le voyage de Donald Trump, encore lui, au Proche-Orient, hier en Arabie Saoudite, aujourd'hui en Israël, demain dans les territoires palestiniens. C'est un terrain miné pour un président inexpérimenté et monstrueusement gaffeur. Pourquoi Trump a-t-il désigné hier l'Iran comme responsable de tous les malheurs du monde? Ce maître autoproclamé de l'art du deal pourra-t-il relancer les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens? Nous en débattrons. Et puis, troisième partie de l'émission, vous retrouverez les bambins Maudieu et Saltiel chez le barbier du Premier ministre, Édouard Philippe, c'est très fourni, et aux côtés d'une vraie fausse baleine aux Philippines. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir. Bonsoir Rachel Litton. C'est votre première télévision en France et d'ailleurs, c'est votre premier voyage en France et même en Europe. Pourquoi venez-vous chez nous évoquer ce combat absolument sacré pour les terres sacrées de vos amis les Sioux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Merci avant tout de me recevoir aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui parce que les banques et la France ainsi que les banques européennes financent des projets qui contribuent à la profanation de notre terre, mère nourricière, notre terre à nous plus particulièrement, et contribuent au génocide de notre peuple. Nous sommes les 1% des Premières Nations et Standing Rock nous a donné une voix. Avant cela, il y a des gens aux États-Unis qui pensent que nous n'existons même pas. Et Standing Rock nous a vraiment mis en lumière. Ça a permis de mieux comprendre les luttes qui sont les nôtres et que les gens ne nous connaissent pas forcément. Et ça a été une occasion de rassembler des tribus, des nations. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Nous voulons partager ce message et dire aux banques qu'elles doivent se désengager de ces projets. Et il faut également obtenir le consentement préalable des peuples autochtones. On va en parler en détail dans un instant, mais d'abord, votre portrait et une évocation par Marc-Antoine de Porrette du combat autour de Standing Rock. Regardez. En tapant Rachel Litton sur Internet, on découvre Debout avec Standing Rock, un site sur lequel on peut consulter les dates de votre tournée européenne en tant que défenseuse de l'eau. Vous êtes membre de la tribu indienne des Muckleshoot, basée dans l'État de Washington. Pendant un an, vous vous êtes battu aux côtés d'autres Amérindiens contre un projet de pipeline. Un coût de 3,4 milliards d'euros pour transporter l'équivalent de 470 000 barils de pétrole de schiste par jour. Surnommé le serpent noir, cet oléoduc s'étire sur 1885 km des Grandes Plaines du Nord à l'Illinois. Il passe ici près de la réserve de Standing Rock. Les Sioux, qui n'ont même pas été consultés, sont d'autant plus choqués que c'est sur ces terres que fut tué le célèbre chef Sitting Bull. 200 tribus se rassemblent alors pour tenter de stopper la construction qui ravage des sites sacrés et entraîne d'immenses risques de pollution aquatique. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous vous baptisez les défenseurs de l'eau. La résistance non violente et les recours en justice entraînent une première victoire. En décembre dernier, Barack Obama fait suspendre le projet, mais son successeur, Donald Trump, le relance un mois plus tard, comme l'atteste ce décret présidentiel publié sur le site de la Maison-Blanche. Le pétrole coule aujourd'hui dans les veines du serpent noir, mais la contestation continue sous une autre forme, une campagne pour exiger des banques, des villes, des universités qu'elles stoppent leurs investissements dans les projets liés aux énergies fossiles. Votre combat, on peut le retrouver sur de nombreuses photos de votre compte Facebook. Demain, sur votre agenda, vous indiquez votre présence aux assemblées générales de 3 banques françaises qui ont investi dans le pipeline. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Rachel Litton, que comptez-vous faire pour les interpeller? Alors, nous sommes ici pour partager avec vous notre stratégie que nous avons utilisée aux États-Unis. Nous n'étions pas en mesure de rester à Standing Rock, donc nous sommes déplacés dans le pays, mais lorsqu'on va à Standing Rock, eh bien, une partie de votre esprit y reste. Et c'est ce sentiment de vouloir continuer à aider les populations qui s'y trouvent. Et certains d'entre nous ont vécu ça comme un réveil. Un rappel pour ceux qui nous regardent, Standing Rock, c'est une sorte de symbole ultime, un bastion culturel de la lutte des Indiens. On rappelle que Sitting Bull a été
tués à Standing Rock en 1890 et que quelques temps après, il y a eu le massacre de Wounded Knee où des femmes, des enfants ont été assassinés, 300 personnes à peu près. Et c'est à la fin, après Standing Rock, que les Indiens ont renoncé à lutter d'une certaine manière. Donc Standing Rock, c'est quoi? C'est un réveil de la conscience indienne, de la conscience des natives, comme on dit? Standing Rock, oui, c'est un rappel, mais pour tout le monde. Parce que je crois que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on ne se bat pas que pour les Amérindiens. On se bat pour tout le monde. On se bat pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les générations à venir. Parce qu'en fin de compte, la vie, c'est l'eau. Nos corps sont composés à 80% d'eau et aucune vie ne peut prendre forme sans eau. C'est le message que nous essayons de transmettre. Cette lutte vous concerne vous aussi, c'est ce que nous vous disons. Ça touche tout le monde sur notre planète Terre. Mais nous sommes les gardiens d'origine de cette Terre. Notre esprit et notre relation avec notre Créateur font de nous le premier peuple de cette Terre. Et nous avons le sentiment qu'on nous a donné ce cadeau, mais que nous devons en prendre soin. Et cela fait partie de notre lutte. Une fois de plus, nous ne sommes qu'1%. Les gens ne savent même pas que nous existons. Et Standing Rock nous a donné cette occasion d'exister, puisque 300 tribus se sont rassemblées. Il y a un mot politique qui est passé du local au général, à l'international. Il ne faut pas, pour vous, folkloriser ou réduire votre combat à l'histoire des nations indiennes des États-Unis, mais en faire un combat international, général, contre le libéralisme? Oui, c'est une lutte internationale parce que les décisions qui sont prises à l'échelle internationale ont des répercussions sur ce qu'il se passe aux États-Unis. Et donc les banques ici investissent dans ces projets qui contribuent à notre génocide, au génocide de nos peuples. Parce que ces grandes entreprises des énergies fossiles construisent ces oléoducs sans même avoir l'assentiment des populations autochtones. Comme vous avez pu le voir à Standing Rock, personne n'a vraiment vu cette lutte avant en fait que l'oléoduc soit mis en service. Et donc, ça veut dire que les banques qui financent ces projets ne se livrent pas à ce travail de consultation auprès des populations autochtones. Et cela, ça se passe depuis plus de 500 ans, avec la colonisation, la politique d'assimilation. Il est désormais temps que d'autres peuples s'impliquent. Parce qu'en fin de compte, nous en sommes à un stade où il faut s'impliquer. Je ne parle pas que des Amérindiens. Comme on dit, c'est la croisée des destins. Exactement. Et si nous ne commençons pas dès maintenant, eh bien dans les 10 prochaines années... Rachel Heaton, parlons de l'eau précisément, puisque l'eau est sacrée et l'eau c'est la vie. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un conflit autour de l'eau aux États-Unis, Nadia. Oui, il y a un précédent très grave d'empoisonnement aux États-Unis. C'est le fameux scandale de Flint qui a duré pendant 3 ans. Dans cette ville très pauvre du Michigan, des milliers de personnes ont été intoxiquées en buvant l'eau du robinet chez eux, donc contaminées au plomb, parmi lesquelles de très nombreux enfants. On sait même que 12 personnes y sont mortes de la légionellose. Or, il se trouve qu'à Flint, la majorité de la population est noire. Et ça met en lumière la manière dont les minorités ethniques sont surexposées à des conditions environnementales dangereuses. Il y a un chiffre, par exemple. Aux États-Unis, les minorités ethniques représentent 70% de la population exposée à des décharges de déchets toxiques. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il existe aux États-Unis et ailleurs dans le monde un racisme environnemental? C'est ce que disent, c'est ce qu'affirment les habitants de Flint. Oui, effectivement, il y a un racisme environnemental à l'œuvre. Les minorités, les Amérindiens, les populations autochtones sont souvent les premières touchées par le changement climatique. Nous sommes aussi les premiers touchés par les injustices environnementales. Et lorsque les fleuves sont pollués, eh bien, c'est notre source d'alimentation, notre source de vie qui est endommagée. C'est également la terre que nous cultivons et la terre sur laquelle nous avons grandi. C'est donc un gros problème. Et il y a beaucoup de questions qui se recoupent en réalité. Donc on ne parle pas que des oléoducs, c'est également d'autres problèmes environnementaux qui ont des répercussions sur nos communautés. Donc
Oui, c'est du racisme environnemental, ce sont des violations des droits de l'homme, des violations des droits des populations autochtones. Un proverbe sioux, un grand chef sioux plutôt, disait « Le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur ». Est-ce que le cœur de Donald Trump, qui a signé les décrets pour autoriser les oléoducs, est dur? Est-ce qu'il est le Custer du XXIe siècle par rapport aux Indiens que vous êtes? Oui, je suis entièrement convaincue que c'est le général Custer du XXIe siècle. Alors d'abord, il a investi dans ces projets. Donc il en bénéficie évidemment. Il a également réactivé l'oléoduc Keystone. Et puis il y a également, c'est également lui qui a autorisé la poursuite du projet du Dakota Access Pipeline. Et en fait, il retire des populations de leurs terres. Il a également des actions contre notre agence de protection de l'environnement et il contribue à la profanation de notre terre mère nourricière, mais également au génocide des populations autochtones, des Noirs, des populations pauvres. Donc si vous ne rentrez pas dans la bonne catégorie, ce petit pourcentage des riches, eh bien, il ne s'intéresse pas à vous, ils ne défendent pas vos intérêts. Merci d'être venu témoigner, Rachel Litton. Et nous passons au débat sur le voyage précisément de Donald Trump au Proche-Orient. On vient de parler de lui. Des tensions entre chiites et sunnites, un conflit israélo-palestinien. Ce premier déplacement est à haut risque. Donald Trump a-t-il les moyens d'apporter un peu de paix à cette région inflammable? On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez. Pas de Trump Tower à Jérusalem, mais tout est fait pour que le président américain s'y sente comme à la maison. Donald Trump est arrivé en Israël à la mi-journée avec une folle ambition, apporter la paix. Nous avons devant nous une rare opportunité d'apporter la sécurité, la stabilité et la paix dans cette région. Mais nous ne pouvons y arriver qu'en travaillant ensemble. Il n'y a pas d'autre chemin. Donald Trump s'imaginerait bien rester dans l'histoire comme l'homme qui a mis un terme à l'un des plus vieux conflits au monde. En février dernier déjà, à la Maison-Blanche, il était convaincu de pouvoir aboutir à un accord. Bibi et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. C'est un homme intelligent, un bon négociateur. Et je pense que nous allons conclure un accord. On va essayer. Ça n'a pas l'air très optimiste, mais bon. C'est un bon négociateur. C'est l'art de la négociation. L'art de la négociation, un clin d'œil à un best-seller écrit par Donald Trump. Sens des affaires, pragmatisme, ces qualités suffiront-elles? En tout cas, le président américain a su trouver les mots hier pour satisfaire ses hôtes saoudiens. C'est un Donald Trump transformé, respectueux, mesuré sur l'islam qui a pris la parole devant une cinquantaine de chefs d'État musulmans. Il a concentré son agressivité sur l'Iran, ce qui tombe plutôt bien. C'est à la fois l'ennemi de l'Arabie saoudite et d'Israël. L'Iran parle ouvertement de meurtres de masse, promettant la destruction d'Israël, la mort de l'Amérique et la ruine pour de nombreux dirigeants et nations dans cette salle. Le président américain fait ses premiers pas dans une région minée par un enchevêtrement de conflits complexes. Ses talents autoproclamés de négociateur lui permettront-ils de faire face? Donald Trump va-t-il apaiser ou raviver les tensions? On va évoquer ces questions avec vous trois. Hasni Abidi, bonsoir, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Vous estimez, contrairement à ce que l'on entend beaucoup, que Donald Trump n'est pas du tout imprévisible. Selon vous, il veut de la stabilité dans la région pour retirer les soldats américains et garantir la sécurité d'Israël, ce qui implique des régimes autoritaires capables de tenir les peuples à défaut de les satisfaire. Il y a donc une stratégie et une logique derrière tout ça. À côté de vous, Frédéric Ancel, bonsoir, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Selon vous, Donald Trump revient à la tendance lourde de la diplomatie américaine en faveur de l'axe arabe sunnite en se rapprochant de l'Arabie saoudite qui était fâchée contre Barack Obama, qui ne voyait pas les choses effectivement de la même façon. Claude nous le rappellera tout à l'heure. Et puis enfin, Sophie Malibaud, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du service international de RFI. Selon vous, ce premier voyage à l'étranger est une chance pour Donald Trump, une chance pour lui en tout cas, de son point de vue, chance d'imposer enfin une stature présidentielle et de faire oublier le désastre des 100 premiers jours de la politique intérieure et de ses gaffes innombrables. On démarre avec une question d'un de nos spectateurs. Oui, une téléspectatrice qui voudrait savoir, qui vous demande si Trump a les outils intellectuels pour comprendre les situations complexes au Moyen-Orient. Frédéric Ancel, on sait que Barack Obama travaillait très bien ses dossiers. Est-ce qu'à l'inverse, paradoxalement, Trump peut bénéficier d'une espèce de chance, de grâce du débutant et y arriver?
Eh ben, la réponse est dans votre question, c'est-à-dire qu'il ne bosse pas ses dossiers. Je ne sais pas s'il a les compétences intellectuelles, je n'ai pas calculé son QI. Ce que je sais, et c'est très compliqué de faire de la psychologie, notamment bazar, lorsque, oui. voilà, lorsque des gens sont au pouvoir, une forme de structuralisme, pardon l'expression, mais à 2 balles. Cela dit, jusqu'à présent, il a démontré qu'il ne les travaillait pas. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, pour l'essentiel, l'imprévisibilité dont il a fait preuve, en tout cas sur certains dossiers, pas sur tous, mais sur certains, y compris sur le Moyen-Orient. Je pense notamment au dossier nucléaire iranien réglé provisoirement le 14 juillet 2015 avec pas mal de puissance. Je pense à cette fameuse ambassade américaine qui devait passer de Tel Aviv à Jérusalem. Elle passera nulle part, elle restera à Tel Aviv. Bon, on a, sur l'OTAN, etc., on a effectivement un président imprévisible parce qu'il ne connaît pas ces dossiers. Je ne dis pas qu'il ne va pas commencer à les travailler, mais en tout cas, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. J'ajoute un point, c'est que son voyage en Arabie Saoudite a démontré qu'enfin, peut-être, là, il l'avait travaillé. Sauf qu'il a trouvé les bons mots pour satisfaire qui ? Ses clients. Oui. Parce que si les Saoudiens, qui comptent parmi les seuls au monde aujourd'hui à avoir encore la volonté et la solvabilité pour acheter énormément d'armements lourds aux États-Unis, eh bien, s'ils achètent réellement entre 100 et 300 milliards de dollars d'armement, ce sera le contrat. Très bien. Alors, précisément, une perche tendue à Claude Askolovitch, qui est un gymnaste intellectuel et qui l'a saisi instantanément. Le chiffre du jour, quel est le montant des contrats ? Frédéric Ancel nous a pratiquement retiré le chiffre du jour de la bouche. Non, il n'aurait pas fait ça. Ce qui démontre au moins que Trump a une cohérence en matière de politique intérieure. 380 milliards de dollars de contrats signés par Trump qui, dit-on, disait jobs, des emplois quand il signait les contrats, ce qui signifierait, Sophie Malibo, qu'au fond, en Arabie Saoudite, il a fait de la politique intérieure pour apporter des emplois à ceux qui ont voté pour lui. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc il est là, c'est un pragmatique. Hein. Quand on dit il ne bosse pas ses dossiers, disons qu'il ne les bosse pas de la même façon que les autres. C'est un pragmatique. Il a des objectifs qu'il doit remplir, il doit obtenir des résultats. Sur le plan intérieur, il doit aussi faire oublier tous ces soucis qu'il a avec le FBI, etc. Il doit faire oublier le fait qu'il est soupçonné d'avoir été mis au pouvoir là où il est par les Russes. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que ces objectifs diplomatiques dans la région, ils sont de peser. On l'avait pris pour un isolationniste, ça n'est pas le cas. De peser sur la situation dans la région ou tout simplement de ramener de cette région des de emplois. Quoi nourrir son économie. Sans doute, mais oui. D'ailleurs, on observera que même en Israël, il a même stipulé le fait qu'il fallait un petit peu rééquilibrer les choses, parce que ça lui coûte cher. Israël, dans la situation où Israël se trouve, ça lui coûte très cher. Même Obama, même fâché avec Netanyahou, a dû donner beaucoup d'argent à Israël pour sa sécurité. Alors, Asnim Abidi, on vient de parler d'Obama. Il y a une énorme divergence, voire une opposition totale entre l'attitude de Donald Trump vis-à-vis des Saoudiens et donc des Iraniens avec celle passée de Barack Obama. Vous pouvez nous faire un petit rapport ? C'est une véritable rupture dans la politique étrangère américaine à l'égard des pays du Golfe et surtout à l'Iran. On sait très bien que Trump n'était pas très d'accord avec cet accord, mais il ne va pas le déchirer. Il ne va pas revenir sur un accord qui engage plusieurs États. En revanche, il a réussi... On parle de l'accord sur le nucléaire. Sur l'accord nucléaire, c'est-à-dire l'acceptation un petit peu de l'accord qui a été signé à Lausanne. L'attitude sur les Saoudiens, d'abord, je voulais commencer par ça. L'attitude sur les Saoudiens est très importante parce que finalement, Trump, à mon avis, il a réussi un coup de maître. Obama n'a pas réussi à le faire, et George Bush, c'est qu'il fait payer aux Saoudiens et les pays du Golfe le coût de la sécurité dépensée par les Américains. C'est-à-dire, il offre en quelque sorte une assurance vie pour la famille Al Saoud, pour le royaume saoudien qui est contesté, où Yémen, il a dépensé 200 milliards de dollars. Les résultats sont nuls. Aujourd'hui, il est blanchi par l'administration américaine. Il devient un interlocuteur. Donc ça montre finalement qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, le consolide qui est derrière l'Arabie Saoudite, 50 États, ce n'est pas rien, même la Ligue arabe n'a pas réussi, sont derrière président Trump. Frédéric Ancel, du point de vue de l'économie américaine, c'est un bon deal, comme dirait Trump. Oui, c'est un bon deal à ceci près qu'en faisant payer un peu plus de 300 milliards, si tous ces contrats sont validés, a priori, en général, ils le seront à l'Arabie Saoudite, ça affaiblit financièrement, économiquement, ce pays. Parce que je me permets de rappeler qu'avec un baril de dollars à 40, si vous voulez, un baril de brut à 40 $, vous m'avez compris, ça va être très compliqué pour les Saoudiens qui, déjà depuis 2 ans, voient s'effondrer leurs réserves de devises, dont la guerre au Yémen coûte extrêmement cher, comme ça a été très très bien dit, et de façon d'ailleurs totalement inefficace. Vous voyez, évidemment, les Saoudiens
Saoudiens vont acheter énormément d'avions de combat et de chars d'assaut. C'est formidable, sauf qu'ils vont s'appauvrir. Or, si vous appauvrissez vos propres alliés, quelque part, évidemment, alors c'est favorable pour votre industrie, notamment pour votre industrie militaire, mais par contre-coup, si votre allié démontre, comme c'est le cas au Yémen, qu'il ne sait pas réellement se servir stratégiquement, voire techniquement de ces armes, à la fin des fins, vous n'y avez pas forcément gagné. Et la grande incohérence, c'est qu'il ne va pas se servir de ces armes-là, qui coûtent 400 milliards de dollars, pour lutter contre l'État islamique ou la pensée radicaliste. On ne lutte pas contre Al-Qaïda et Daesh avec des missiles de dernier cri. Donc c'est autre chose. Et bien Trump, il est passé, bien sûr, outre. Alors, mais juste en termes de communication, c'est énorme. En termes de communication vis-à-vis de son opinion, pour déplacer le focus tel qu'il était ces jours derniers sur un succès. C'est un coup de maître. Alors, c'est un coup de maître. Par contre, les Iraniens ne sont pas contents. On parle de terrorisme précisément. Et Trump a réinventé le grand Saddam qui serait l'Iran. Alors on va écouter un homme qui vient de remporter quelque chose qui est assez inconnu en Arabie Saoudite, une élection présidentielle, figurez-vous. Hassan Rouhani, le réélu président iranien, a répondu aux accusations de la Maison-Blanche en lesquelles il serait vecteur de terrorisme, on l'entend. Qui combat le terrorisme? Les Syriens, les Irakiens, les Iraniens, le Hezbollah et la Russie. Et qu'ont fait les autres? Alors, au-delà de la lutte contre le terrorisme que décrit Rouhani, c'est sa nouvelle alliance. Est-ce que Trump commet, Hassan Abidi, une erreur en repoussant l'Iran très loin du camp occidental? Oui, absolument, parce que l'Iran en a besoin de sa présence. On a bien vu l'effort iranien dans le processus d'Astana avec les Russes et avec les Turcs. Il désignait l'Iran comme un pays qui sabote le processus de paix ou la paix en général dans la région et en mode productif. Vraiment, Trump, il a mis de l'eau dans son vin, finalement, dernièrement, vis-à-vis des Iraniens. Parce que quand même, juste avant les élections, juste avant la réélection de Rouhani, il a prolongé l'accord sur le nucléaire. Voilà, il n'a pas assassiné l'accord sur le nucléaire. Voilà. Mais pour l'instant, les sanctions, l'allègement des sanctions est prolongé, alors qu'il menaçait vraiment de mettre fin à cet allègement. Donc pour l'instant, ça s'est prolongé. Et donc ça, c'était quand même une fleur à l'égard de celui qui est déjà faire son discours le deuxième jour, c'est déjà un ouf de soulagement. Moi, j'avais peur qu'il prononce le discours avant la proclamation, avant le vote. Ouais. Là, ça aurait été catastrophique pour l'issue du scrutin. Le vote, la réélection de Rouhani. La réélection la compétition entre Rouhani et le candidat, bien sûr, des radicaux. Alors, pardon. Oui. Et puis, il avait parlé vraiment de mettre en pièces cet accord. Pour l'instant, il ne le fait pas. C'est quand même un revirement assez conséquent. Alors, il ne fait pas. Est-ce que c'est une fleur ou est-ce que c'est pour ne pas laisser les Russes et les Chinois s'engouffrer en réalité dans le gigantesque marché iranien qui, de toute façon, se profilerait? Je ne sais pas. Là aussi, oui, je pense qu'on ne peut pas le faire. Voilà, il y a une forme de pragmatisme là aussi. Et oui, alors, il veut se rapprocher des Russes. Aussi. Nadia, est-ce qu'on peut s'intéresser au nouveau bon copain, le BFF de Donald Trump dans la région, s'il vous plaît? Oui, c'est le président égyptien Al-Sisi s'était rencontrés tous les deux en avril dernier. Ils vivent une véritable idylle et la parade amoureuse a repris de plus belle hier. Ils se sont donné du mon ami, du cher ami. Sisi a déclaré à Trump qu'il était, je le cite, une personnalité unique, capable de faire l'impossible, ce à quoi Trump a répondu « Oui, je suis d'accord, et en plus, j'adore vos chaussures ». Donc c'est un échange assez lunaire, et c'est peu dire, en tout cas, que la rupture est assez nette avec Barack Obama, qui avait banni Al-Sisi de la Maison-Blanche depuis la répression, depuis le coup d'État sanglant de 2013. En tout cas, avec Trump, Al-Sisi peut lutter contre le terrorisme islamiste exactement comme il l'entend. On peut rappeler que les États-Unis fournissent $1 milliard par an à l'Égypte pour sa sécurité, pour ses opérations militaires, et que cette lutte contre le terrorisme en Égypte sert essentiellement quand même de paravent pour réprimer l'opposition. On a des disparitions forcées, de la torture, des ONG qui sont privées de leurs actifs. Tout ça sans grand effet sur le terrorisme parce qu'il y a eu énormément d'attentats et de plus en plus violents en Égypte. Frédéric Ancel, est-ce que c'est très malin de la part de Trump de miser sur le régime Al-Sisi qui en plus est très fragile économiquement? C'est cohérent. C'est cohérent puisqu'on est sur ce qu'on appelle l'axe sunnite. J'ajoute que l'Égypte est considérée par l'Arabie Saoudite, on y revient, comme une espèce de police d'assurance. Pourquoi l'Arabie Saoudite achète, en l'occurrence a acheté à la France, les 2 fameux bateaux Mistral qui auraient dû être vendus à la Russie? Pourquoi c'est l'Arabie Saoudite qui a acheté littéralement à l'Égypte 25 Rafales? C'est pour sa propre sécurité à terme, parce que l'Arabie Saoudite considère que la seule puissance, 1 arabe, 2 sunnite, 3 proche,
au cas où il y aurait peut-être un jour une attaque ou une invasion, tenez, suivez mon regard, des Iraniens, ce serait l'armée égyptienne. Sauf que l'armée égyptienne, elle a démontré qu'elle n'arrive même pas à tenir concrètement, totalement, et notamment la péninsule du Sinaï. Or, c'est l'une des régions, sinon la région en réalité la plus stratégique de ce pays. Asmi Abidi, si on suit tous les raisonnements qui convergent et qu'on regarde le voyage que fait Donald Trump, il est en Israël. Est-ce qu'il est en train de favoriser un rapprochement israélo-arabe, en plus en diabolisant l'Iran, ce qui fait plaisir à Israël? Il a fait un cadeau inespéré pour les Saoudiens, pour les monarchies du Golfe, sur l'Iran. Et il espère, bien sûr, que les pays arabes le suivent dans la question israélo-palestinienne. Du jamais vu, le ministre des Affaires étrangères saoudien fait une déclaration où il ne demande même pas à Israël, comme d'habitude, par exemple, d'alléger un petit peu le blocus. Des gages. Rien du tout. Oui. Donc on assiste à un changement de temps dans le camp sunnite, dans le camp arabe, après la visite d'hier, sauf la question de la paix, elle ne se fait pas par des régimes autoritaires. Parce que Trump, hier, il a dit « Je ne vais pas vous changer. Je n'ai pas l'intention que vous changez. C'est-à-dire, je ne parlerai pas ni de droits de l'homme, ni de bonne gouvernance. Tout ce que je veux, c'est que vraiment vous m'aidiez dans la lutte contre le terrorisme. Chassez-les de chez vous. » Mais le problème, c'est à eux. C'est eux qu'il fallait chasser, qui sont sur place. Nous avons des régimes autoritaires, avec leurs pratiques. C'est eux qui ont favorisé l'émergence des conditions de la radicalisation, du terrorisme et de la violence. Il fait un faux diagnostic et il donne aussi une mauvaise recette. Même question à propos de la possibilité, avec cet art of deal, comme on dit, cet art du deal dont se prévaut Donald Trump, peut-il opérer véritablement un miracle entre Israël pour et Palestine? Pour l'instant, on est dans la pensée magique. On est dans la pensée magique, parce qu'il dit qu'il y a une opportunité extrêmement rare. Oui, enfin, sur la base de quoi? Les Palestiniens restent extrêmement divisés, en dépit peut-être d'un geste rhétorique récent du Hamas vis-à-vis de l'autorité palestinienne. 2, le gouvernement nationaliste, le gouvernement au pouvoir en Israël, il est très nationaliste. Il ne veut pas entendre parler pour l'instant de négociations, en tout cas pas aux conditions de Abbas. Je ne vois pas très bien comment, pour l'instant, on pourrait réunir les conditions qui favoriseraient simplement le retour sur les rails d'un processus de négociation. Oui, ce qui est curieux, c'est qu'en plus, il a expliqué qu'il n'allait pas essayer de tirer des concessions des uns et des autres. Mais simplement, son objectif, c'est de mettre Abbas et Netanyahou à la même table. Donc, pour l'instant, c'est vraiment très embryonnaire. Il essaye simplement d'arriver à cette configuration-là, mais avec un cadre absolument flou. Et moi, je ne vois aucune stratégie pour l'instant. On est quand même dans le coup par coup. Là, il donne très fort dans le symbole. Il a été vraiment... C'était quand même la première fois qu'il y avait un avion de Riyad jusqu'en Israël. Quoi. À propos d'autres symboles, pardon de vous couper, premier président américain à être allé au mur des lamentations. Il a introduit un petit papier, un vœu. À votre avis, qu'est-ce qu'il avait écrit dessus ? Je pense qu'il demande à ce qu'on l'aide, en tout cas les attaques subies à Washington cessent. Mais ce qui est très important, c'est le premier vol direct entre Riyad et Tel Aviv, c'est du jamais vu. Le deuxième élément, c'est que si le président américain lui-même n'a pas de vision claire sur l'avenir de la paix entre Israéliens et Palestiniens, il dit « je pourrais vivre avec un État ou deux États ». Donc c'est grave. Comment peut-on justement demander aux autres d'avoir une vision? Il change tout le temps. Parce que ce n'est peut-être justement pas son sujet, mais Sophie Maïbo, créer un axe où les gendarmes des États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite, l'Égypte se retrouveraient ensemble et la question palestinienne lui importe peu au fond. En fait, lui, il a besoin de reprendre l'initiative sur la scène internationale face aux Russes, tout de même. Parce que, vraiment, intérieurement, il est perçu comme la marionnette des Russes. Et ça, c'est ça qui risque de lui coûter son poste. La création d'emplois, c'est cette question qu'il va utiliser à l'intérieur pour dire « vous m'avez élu pour améliorer votre quotidien, regardez, je viens avec 400 milliards, dont 100 milliards vont être versés tout de suite ». Je rappelle un élément de détail, c'est très important. Vous savez, il y avait une réunion en parallèle, il y avait le sommet, il y avait une petite réunion entre 30 sociétés américaines, 30 grandes compagnies avec les Saoudiens pour parler vraiment de projets économiques. Très bien, alors on revient au voyage de Donald Trump en Israël et à la nomination du nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, une personnalité extrêmement proche de Trump et extrêmement peu diplomatique, David Friedman. Un portrait, même on peut dire que Thibault Nolte lui arrange le portrait, regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si Trump se voit en médiateur de la paix israélo-palestinienne, son nouvel ambassadeur à Tel Aviv en est aux antipodes. Alors, faut-il pacifier David Friedman? David Friedman est ami et avocat de Donald Trump.
Spécialiste en faillite, elle-même spécialité du président américain, Dave a été nommé par celui-ci au poste le plus sensible de la palabre mondiale, ambassadeur des USA en Israël. Lui, aussi diplomate qu'un clou. Don, soyons clairs. Sans Palestiniens, il n'y a pas de conflit israélo-palestinien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon ben voilà, on s'est compris. OK. Dave, le juif orthodoxe, a publié dans 2 feuilles de chou d'extrême droite, financé une colonie juive des plus hardcore de Cisjordanie. Judée-Samarie dans sa bouche. Taxé Obama d'antisémite et un lobby juif modéré de capots, ces juifs collabos des nazis. Même Netanyahou est à sa gauche. Friedman, l'homme de paix en allemand, qui prêchait contre une solution à 2 États, pour l'expansion des colonies, pour le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, a finalement tout renié en février devant la commission du Sénat pour gagner sa nomination. Je ne comprends pas. Vous avez changé d'avis? Non, j'ai juste changé de stratégie. C'est ça la diplomatie, non? Car Dave ferait tout pour son pote Don. Dave a reçu 10 000 $ de Trump pour son organisation pro-colon. Et Dave a versé 50 000 $ à la campagne de Trump. Et puis Dave sait que Don aime les juifs. Don l'a dit. Pour compter mes sous, je ne veux pas de noirs, que des petits mecs en kippa. La symbiose est totale. Merci Thibault Nolte. Frédéric Ancel, est-ce qu'un jour ce Donald Trump est capable de faire pression sur son ami Netanyahou pour avoir la paix au Proche-Orient? La paix à ses termes, pas la paix en termes généraux. C'est l'une des conditions, les carottes et les bâtons. Un président américain qui refuse d'utiliser des carottes et des bâtons vis-à-vis pas seulement des Israéliens mais aussi des Palestiniens est un président américain qui refuse de s'impliquer concrètement dans un processus de paix. Et la dernière fois que ça a été fait, c'était il y a très longtemps, c'était pas Obama, la dernière fois que ça a été fait, c'était par Bush père, nous étions en 90, 91 et 92. Qui avait imposé ce qu'on appelait les accords, les Yitzhak Shamir d'une part, à Yasser Arafat d'autre part, effectivement, d'accepter, même si Arafat n'était pas physiquement, ce qu'on a appelé la conférence de Madrid en octobre 91. Votre lecture sur la situation? Tant qu'on est dans cette dualité entre les États-Unis et Israël, on ne sortira pas justement du problème conflit israélo-palestinien. Il faut absolument revenir à une légalité internationale. Parce que les 2 acteurs sont épuisés, palestiniens et israéliens. Et l'Amérique de Trump, je pense qu'elle n'est pas en mesure vraiment d'exercer ce rôle et de jouer le rôle de médiateur. C'est totalement la fin de la séquence ouverte par les printemps arabes, prolongée par Obama, prolongée par cette espérance d'un Moyen-Orient régulé autrement. Il faut voir ce qui va se passer au lendemain de cette séquence et ce qui va se passer au moment aussi où Donald Trump maintenant va venir en Europe, au G7, il va passer devant l'OTAN, on va voir comment est-ce qu'il s'engage aussi sur le front européen, alors que, voilà, est-ce que c'est vraiment la sortie de ce principe de l'isolationnisme qu'il avait mis en avant pendant toute sa campagne? Est-ce qu'il se réengage pour de bon ou est-ce qu'il cherche simplement à défendre les intérêts America First? Merci à vous 3. Dans un instant, messieurs Mauduit et Saltiel, pour un moment capillotracté, rapport au Premier ministre, à monsieur Philippe, et une séquence Jonas dans le ventre de la baleine aux Philippines. Mais d'abord des intox ce soir. La mosquée justement qu'avait inaugurée Édouard Philippe lorsqu'il était maire du Havre était tout sauf une mosquée islamiste. Fidèle d'Alain Juppé, Édouard Philippe était aux premières loges lors de la primaire pour assister à la violente campagne contre son champion grimant le maire de Bordeaux en Ali Juppé, suppôt du fondamentalisme. Désormais Premier ministre, c'est au tour d'Édouard Philippe d'être la cible de la même intox. À en croire le compte Twitter Avec Marine, Édouard Philippe aurait inauguré la mosquée radicale Mesjed Enour en 2013 alors qu'il était maire du Havre. Avec Macron-Philippe, le fondamentalisme islamiste a malheureusement encore de beaux jours devant lui, a même insisté Florian Philippot. Le FN ne fait que reprendre le site d'extrême droite islamisation.fr. Problème, si Édouard Philippe a bien participé à l'inauguration de la mosquée aux côtés de son président, ce dernier est bien loin du portrait d'islamiste dressé par l'extrême droite. Le président de la mosquée, Ashdka Baba, a en effet été nommé aumônier en chef adjoint de l'armée de l'air par le ministre de la Défense en 2007, comme l'a repéré le Huffington Post. Le même aumônier avait par ailleurs pris la plume en 2015 après les attentats de novembre pour dénoncer une barbarie abjecte revendiquée par Daesh et une menace grave et réelle pour tous. Dès 2014, le président de la mosquée mettait d'ailleurs en garde les familles contre le risque de radicalisation de certains jeunes déséquilibrés. Et pour lutter par l'éducation contre ce phénomène, sa mosquée organisait même des cours d'alphabétisation destinés aux parents. Bref, rien à voir avec l'image d'une mosquée radicale agitée par Florian Philippot et les soutiens de Marine Le Pen.
Merci Désintox. Salut les Minets. Salut. Vous avez un idéal du mois qui s'appelle Édouard Philippe, tous les deux au niveau de... On essaie de vous ressembler désespérément. Oui, des ambitions ministérielles. C'est jamais. Xavier Mauduit, on commence avec vous. Alors, vous allez mettre un barbu à la une de votre journal. Justement. Aurait posé comme question Édouard Philippe au JDD. Ça vous a donné envie de nous faire une sorte de petite historique, mais alors en 1 minute 30 pétante, sur le poil en politique. Et c'est important, le poil en politique. Nous allons à Paris le 29 avril 1849, quand Joseph Aubril signe sa profession de foi. Il est candidat à l'Assemblée législative. L'élection est importante parce que la Deuxième République a été proclamée l'année précédente. Elle a besoin de son consolider. Alors Aubril, lui, ça va. C'est un fervent républicain, mais pas seulement. Il est barbier. Oui, il a une boutique au Palais Royal, avec une bonne réputation d'ailleurs. Aubril a inventé des produits cosmétiques, la poudre Aubril pour faciliter le rasage. Et puis, il a écrit des ouvrages de barbologie dans lesquels, il développe un programme assez singulier. Il veut le rasage pour tous. Et il écrit que les droits de la barbe et du menton sont désormais et définitivement acquis à l'homme civilisé. Alors pour comprendre sa démarche, il faut rappeler ce que c'est que le rasage au 19e siècle. C'est une pratique mortelle. Bah oui, parce que vous voyez, avec le coupe-chou, là, le rasoir de papy, on peut s'égorger très facilement. Et puis surtout, pour se raser, il faut du temps. Il faut du temps le matin, ou alors il faut pouvoir payer son valet, ou alors le barbier, c'est très cher. Bref, les ouvriers ont le plus grand mal à se raser. Dès lors, le visage, la barbe, est un signe de distinction sociale. Dans la rue, si vous voyez quelqu'un avec une belle barbe bien faite ou alors les joues complètement glabres, ça veut dire qu'il appartient sans doute à la haute société. C'est pour ça qu'Aubril veut l'égalité par le rasage, l'égalité républicaine sur le visage. Bon, c'est un peu une utopie, parce que d'ailleurs... 2 ans plus tard... Mais tous les regards convergent vers Claude. Non, mais là, on est 3 barbus. On l'attend. On est 3 barbus. Ouais. Bah, oui, quelques années plus tard, la Seconde République chute. Elle est renversée par une petite barbe à l'impériale, celle de Napoléon III. Bon, quand même, vive la barbe, mais la question se pose, laquelle ? Et les femmes à barbe. Aventurière à la bombarde, recommandée à tous ceux qui aiment la mer et la soupe de poisson. Énigmatique et cruelle à la Borgia, recommandée aux conquistadors en herbe et à tous ceux qui se tiennent pour des durs. Conquérante à la Landru, propice aux aveux chuchotés, aux longues confidences de bouche à oreille. Ah, malheureuse femme, on se rasait hier, aujourd'hui on se barbe. On se barbe pas avec vous, mon minou, jamais. Hein? Et un demi-siècle plus tard, un génie français de la bande dessinée, Louis Forton, inventait les pieds nickelés, Croquignol, Riboldingue et Filochard. Et les envoyait prendre le pouvoir. Riboldingue, le barbu, était socialiste révolutionnaire. Comme la vous. barbe, c'est de gauche. C'est de gauche. Un vrai barbu. Ouais, la grosse comme lui, comme vous. Oui, bon, alors, on avait cette merveilleuse amérindienne en première partie à propos de Standing Rock, une activiste. Parlez-nous d'autres activistes, les gens de Greenpeace, et à propos d'une mer de plastique. Oui, et on va commencer d'ailleurs par une alerte. Voici une baleine échouée près de la ville de Naïk sur une plage aux Philippines. Un mammifère marin qui serait mort étouffé par des déchets plastique. Hein, vous le voyez, vous y croyez peut-être. Non, vous n'y croyez pas. En tout cas, des millions d'internautes y ont cru. Elisabeth, ils ont cru que c'était une vraie baleine. C'est un Muppet Show, votre truc, là. C'est un machin du Muppet Show. Les bouffons, c'était un cachalot. Voilà, alors c'est surtout une création qui est entièrement faite à partir de plastique. Elle fait 15 mètres de long. Des plastiques ont été récoltés dans les environs. Il faut dire que la région n'en manque pas, puisque les Philippines sont le 3e pourvoyeur mondial de déchets plastiques. Alors pour Greenpeace, l'heure est grave. Il y aurait 150 millions de tonnes sur les mers, ce qui fait du plastique le premier prédateur des océans, au point qu'en 2050, il y aurait plus de plastique que de poissons. Alors, si justement ce canular du cétacé a assez bien fonctionné, pas ici autour de ce plateau, vous n'êtes pas dupes, mais ça a bien marché sur Internet. On ne nous la fait pas. C'est qui surfait sur une créature marine que vous avez peut-être vu aussi, une créature marine qui a été découverte du côté de l'Indonésie, au large de l'Indonésie pendant plusieurs jours. Ces images, qui ne sont pas très appétissantes, ont inondé les réseaux sociaux, et après de multiples vérifications et un processus d'identification, on peut donc confirmer qu'il s'agit bien d'une authentique baleine. Donc Greenpeace a réussi... En voie de décomposition. Oui, en voie de décomposition. En tout cas, Greenpeace a réussi son coup, mais cela veut-il dire que toutes les idées sont bonnes à prendre pour servir la cause? On peut se poser la question lorsqu'on voit la dernière initiative de MTV Brésil, la chaîne qui s'engage, elle aussi, il faut croire que c'est à la mode, sur la préservation des océans, avec ce spot diffusé sur Internet où il se propose de récolter
le plastique, de le recycler pour fabriquer un drôle d'objet. Un préservatif. Un sextoy. Et oui, Nadia, un sextoy. Nadia, qui tout de suite... Non, mais Nadia l'a trouvé tout de suite. J'aurais dit un obus. Voilà, en tout cas, un obus pour enfants. Le but de ce sextoy, c'est bien de réveiller une opinion indifférente pour toucher, cette fois-ci, un point sensible. Bon, bah écoute, moi j'ai l'opinion. Oui, merci de votre fidélité. À suivre, et bravo Nadia encore, à suivre sur Arte Chérie, Léviathan, prix du scénario à Cannes en 2014. Un immense film et un portrait corrosif de la Russie d'aujourd'hui par le réalisateur Zviagintsev qui présente en compète cette année, évidemment, Faute d'amour. À demain, on se quitte avec Notre mère, la terre sacrée par Neil Young, sponsor officiel de 28 minutes, je crois qu'on peut le dire. À demain. Once more